tous, bienvenue à ce webinaire pour la semaine de l'IA pour tous. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter, quelques secondes, et comme ce webinaire est court, on va quand même démarrer assez vite. Merci à tous ceux qui se connectent et qu'on prend progressivement. Donc, bienvenue à ce webinaire de la semaine de l'IA pour tous. La semaine de l'IA pour tous, qui est une initiative de la MENNUM, de Make Org Foundation et de Café IA. C'est vraiment une semaine qui est dédiée à l'acculturation, la sensibilisation et au dialogue autour de l'intelligence artificielle. Une initiative qui a notamment été lancée sous le haut marrainage d'Anne Le Henaf. Nous vous proposons, la plateforme des données de santé et avec l'ensemble de nos partenaires, deux webinaires, un aujourd'hui 30 minutes et un autre demain 30 minutes aussi sur le temps donc, du déjeuner. Ça va aller très vite. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat qui est disponible. On fera tout pour y répondre. Donc pour ce webinaire, il y a, comme je le disais pour la slide précédente, plusieurs partenaires, la plateforme des données de santé, France Assos Santé, la CNIL, l'adresse Paris Santé Campus, et c'est une initiative aussi donc de ces modules de l'Académie citoyenne des données de santé. Je vais d'abord amener chacun à se présenter pour ce qui est des orateurs. Donc, Emmanuel, peut-être quelques mots sur toi, s'il te plaît. Merci Caroline, ravi d'être ici. Donc je suis Emmanuel Bacry, j'ai plusieurs casquettes. Je suis directeur scientifique de la plateforme de données de santé, je suis directeur de recherche au CNRS en IA et membre de l'IA Cluster, qui est une institution qui fait de l'IA, qui s'appelle Prairie et qui est à Paris. Super, merci beaucoup. Arthur? Bonjour à tous, Arthur Dauphin, je travaille chez France Asso Santé, qui est un collectif d'associations de patients et d'usagers de la santé, où je suis le référent sur tous les sujets qui touchent le numérique. Merci, Michael. Bonjour à toutes et à tous, Michael Daufar, je suis pharmacien et directeur de l'enseignement au Centre Henri Becquerel, Centre de lutte contre le cancer de Rouen, et puis je suis professeur associé de pharmacie à l'Université de Rouen. Merci beaucoup. Donc, vous allez prendre la parole et il y a aussi nos modérateurs, tous ceux qui vont vous aider dans vos questions que vous pouvez poser dans le chat. Il y a Younes, je te laisse peut-être te présenter s'il te plaît. Vas-y. Oui, donc Younes Khalil, je suis dans l'équipe d'Emmanuel Bacry à la plateforme des données de santé et je m'occupe du pôle IA. Parfait, merci beaucoup. Aurélien? Bonjour à toutes et à tous, Aurélien Corré-Dulmont, je suis responsable du pôle intelligence artificielle dans le centre de lutte contre le cancer François Baclès à Caen et responsable d'un groupe de recherche en imagerie médicale et IA. Merci beaucoup. Et Elisa? Bonjour à tous, Elisa Régnier, je suis chef de projet ouverture à la société au sein de la direction santé et ouverture avec Caroline à la plateforme des données de santé. Donc une équipe au complet pour vous présenter ce module sur l'IA au service du soin et sachant que vous pouvez retrouver l'ensemble des autres modules sur le site de la plateforme des données de santé au sein de l'Académie citoyenne des données. Et je laisse la parole à Arthur qui va pouvoir démarrer. Merci beaucoup Caroline pour l'introduction. Et effectivement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et pour ce faire, on va suivre, vous allez voir Florence. Alors, Florence, c'est un cas qui est fictif, mais qui va nous permettre du coup d'illustrer un petit peu comment l'IA va se retrouver potentiellement dans son parcours de santé et de vous expliquer un peu tout ça. Alors Florence, elle est comme vous et moi, elle a 33 ans, elle est pâtissière à Montpellier, elle va pas souvent chez le médecin en l'occurrence, mais elle a eu un petit souci de santé, des douleurs à la poitrine, donc elle allait consulter son médecin. Alors, elle rentre dans la salle d'attente, elle remarque une nouvelle affiche, en fait, où c'est marqué que si elle l'accepte, son médecin peut enregistrer la consultation et utiliser un outil d'intelligence artificielle pour aider à la rédaction de comptes rendus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement pour Florence? Vous allez voir sur la diapositive du coup suivante, elle va être accueillie par son médecin qui anticipe déjà même sa question, qui dit voilà, bonjour Florence, moi je voudrais vous présenter un nouvel outil qu'on a commencé à utiliser au cabinet pour enregistrer la consultation et grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, en résumé les points clés de leur discussion. Ça va lui proposer du coup au médecin une synthèse de consultation qui dit qu'il va relire et corriger, pouvoir mettre à jour du coup avec ce document aussi son dossier médical et pouvoir reprendre
comprendre là où ils en étaient, du coup, la prochaine fois qu'ils vont se voir. Alors, au total, le médecin, lui, nous dit que ça lui fait gagner du temps pour pouvoir, du coup, en passer plus, justement, avec Florence, avec les patients, et moins, du coup, sur tout ce qui sont les tâches administratives. Mais il précise bien qu'il ne l'utilisera que si Florence, justement, est d'accord. Alors Florence, du coup, elle peut avoir pas mal de questions finalement, parce que ça, c'est des choses qui sont un petit peu nouvelles, qu'on commence à voir de plus en plus souvent. Et elle peut avoir du coup des questions tout à fait légitimes, Florence. Est-ce que ces données-là, elles vont être utilisées pour d'autres choses? Comment est-ce que tout ça est stocké? Combien de temps c'est hébergé? Qui est garant finalement du fait qu'on utilise tout ça à bon escient? Et donc évidemment, elle peut poser ces questions aux professionnels et elle peut du coup pouvoir donner son accord en toute connaissance de cause. Et donc justement, je vais passer la parole du coup à Emmanuel qui va nous du coup nous expliquer comment ça fonctionne concrètement. L'idée étant que bien sûr que le médecin va récupérer plus de temps pour passer, pour prendre plus de temps dans le dialogue avec le patient. Alors, on va changer de slide pour voir comment ça fonctionne. Donc évidemment, là, quand vous imaginez une interaction entre le patient et le médecin, donc la première chose qui se passe, c'est qu'il va falloir écouter ce dialogue et retranscrire le dialogue sous forme écrite. Donc là, il s'agit de la reconnaissance vocale. Donc c'est comme un Siri ou tous ces outils-là, hein. Donc ça, vous connaissez, je pense que tout le monde connaît bien. Maintenant, une fois qu'on a ce texte brut qui a été retranscrit du dialogue, il va falloir utiliser des IA qui vont structurer, qui vont comprendre ce dialogue pour essayer d'en faire ressortir les points saillants, donc les motifs de consultation, les antécédents médicaux, les symptômes, les diagnostics potentiels. Donc là, c'est typiquement justement ces fameux, en général, ces fameux LLM qui sont utilisés, hein, ces grands modèles de langage dont tout le monde a entendu parler et qui sont des IA spécifiques pour faire ce genre de choses. Et en dernière étape, eh ben, il va y avoir, à partir de ces éléments qui ont été extraits de ce dialogue, un compte-rendu qui doit être rédigé par une IA et qui doit reprendre les points les plus saillants de ce dialogue. Et donc ça, c'est un compte-rendu qui est bien sûr proposé au médecin qui va potentiellement le changer, l'adapter, le valider tel qu'il est ou faire des changements. Ça passe toujours par une relecture de l'expert pour valider ce qui est produit par l'IA. Prochaine diapositive, merci. Donc, on l'a dit, là je le répète, c'est effectivement le but, c'est de libérer du temps pour le médecin, pour passer plus de temps avec le patient. Et par contre, effectivement, pour fabriquer ce type d'IA, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin de données, en fait, hein, pour entraîner ces IA. Alors, on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin, pour notamment la retranscription du dialogue sous forme de texte, on va avoir besoin d'exemples, donc de milliers d'heures de conversation entre médecins et patients qui auront été déjà retranscrites. On va avoir besoin d'une base de données de terminologie médicale, hein. Ça va permettre à l'IA de comprendre le dialogue et d'extraire, comme je le disais, les points importants, les points saillants de cette consultation. Et enfin, on va avoir besoin d'exemples de comptes rendus, d'ordonnances et d'autres documents administratifs pour que l'IA apprenne à rédiger un compte rendu à la manière d'un médecin expert, hein. Donc, pour chacune des étapes de l'IA, on va avoir besoin de données, d'exemples, en fait, de ce que l'IA doit faire. Et voilà. Et la chose évidemment importante, c'est que toutes ces applications demandent donc au médecin de recueillir le consentement explicite du patient avant l'activation de la fonctionnalité, puisqu'on va recueillir là, les ordres de conversation, les bases de données de terminologie. Alors, les ordres de conversation, pardon, et les exemples de comptes rendus médicaux concernent des personnes. Et donc, il faut que ces personnes-là aient donné leur consentement d'utilisation des données pour qu'elles puissent être utilisées pour de l'entraînement de l'IA. Voilà comment cela fonctionne. Et je repasse la main à Arthur, je crois, ou je me Oui, trompe? non, non, Ah, tout à fait, Emmanuel, puisqu'on va du coup continuer à suivre finalement Florence dans son parcours de santé, parce que du coup, son médecin, par exemple, en l'occurrence, souhaite réaliser quelques examens d'imagerie médicale, et donc il fait une prescription pour une échographie, par exemple, et elle va se rendre du coup au rendez-vous, enfin à l'hôpital voisin pour réaliser cet examen.
Et il se trouve que du coup, quand elle arrive à l'hôpital, elle passe très loin de l'entrée des urgences et elle entend en fait quelques conversations justement du personnel qui parle du coup d'un nouveau système de gestion des ressources aux urgences, où elle entend qu'on parle justement d'intelligence artificielle qui croiserait des données des services, des données comme la météo ou les alertes épidémies par exemple, pour savoir s'il faut plus ou moins de monde dans le personnel soignant par exemple, que du coup ça a changé la manière dont ils allaient organiser notamment les plannings, et que les plannings proposés par cet outil n'étaient pas forcément du coup mauvais, même s'ils étaient systématiquement contrôlés, vérifiés pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de problème, mais ça pouvait s'avérer finalement assez utile. Euh, et donc justement, Emmanuel qui va du coup nous expliquer un petit peu plus en détail comment ça pourrait fonctionner également. Voilà, donc ça c'est un deuxième cas d'usage très différent du premier et où là il s'agit d'optimiser les ressources de soins. Donc là, on est dans un environnement complexe comme un hôpital, et l'idée, c'est d'utiliser l'IA qui va comprendre comment est-ce qu'on va orienter les patients, comment est-ce qu'on peut prédire les flux d'arrivée pour que l'hôpital soit prêt à accueillir effectivement le flux de patients euh, qui va se présenter. Euh, Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'objectif d'un tel outil, c'est, donc là, vous voyez 4 points: prédire l'affluence des patients, optimiser les plannings en fonction de ces prédictions, réduire les temps d'attente, hein. Vous savez tous qu'on attend de façon absolument pharaonique dans les urgences. Donc là, l'idée, c'est de réduire ce temps d'attente et d'améliorer, bien sûr, la satisfaction du personnel. Et peut-être un sous-point que je devrais mentionner, c'est aussi c'est le triage. C'est-à-dire, en fait, une des façons de réduire le temps d'attente, c'est d'orienter tout de suite, dès le début, les patients vers les bons médecins, vers les bonnes spécialités. Et donc ça, c'est aussi ce que peut prendre en charge potentiellement une telle IA. Alors, même chose que pour l'écriture de comptes rendus médicaux, hein. Pour entraîner ce type d'IA, il faut lui donner des exemples. Et pour donner des exemples, eh ben, il faut des données. Et donc, il faut des données historiques et variées. Alors là, en l'occurrence, on a besoin de quoi comme données? C'est évidemment différent de l'exemple du compte rendu médical, de l'IA qui écrit le compte rendu médical. Donc là, il faut des données d'affluence des patients dans les services d'urgence, donc nombre de patients par heure, par jour, par semaine, les motifs de consultation, le niveau de gravité. Des données opérationnelles du service lui-même, les temps d'attente moyens, les durées moyennes de prise en charge, le taux d'occupation des lits d'urgence, ça c'est quelque chose de très important, hein, disponibilité des salles d'examen, hein. Ce type de logiciel va permettre, ce type d'IA va permettre justement la réallocation des lits notamment. Hein. C'est quelque chose d'extrêmement délicat à gérer, ça, l'allocation des lits dans un service d'urgence. Et enfin, des données externes et contextuelles, les données de météorologie, par exemple, quand il pleut, il va y avoir plus d'accidents de voiture, donc potentiellement un pic d'arrivée dans les urgences. Les jours qui font, alors je ne sais pas si vous savez, mais le jour où il y a le plus d'affluence dans les services d'urgence, c'est la fête de la musique. Donc voilà, c'est des moments comme ça dans l'année que les services d'urgence connaissent très bien, et à ce moment-là, il faut être plus vigilant. Voilà, et donc ce type d'IA, c'est pas du rêve, c'est des choses qui sont déjà déployées dans les hôpitaux. Ici, on vous donne l'exemple de Valenciennes, qui a déployé un service d'IA de ce type-là, qui permet de réduire donc le temps d'attente aux urgences grâce à l'IA. Et quand je vous parlais de triage dans les arrivées de services d'urgence aux États-Unis, c'est des choses qui sont très très largement déployées, ce triage-là, pour orienter tout de suite le patient, qui sont notamment qui arrivent avec les pathologies les plus urgentes, qui sont tout de suite orientés vers les bons services. Voilà, je redonne la parole à, je ne sais pas très bien qui, je suis désolé. Arthur. Arthur. Non, merci beaucoup Emmanuel. Effectivement, on repart du coup dans le parcours de Florence parce que du coup, on a vu pour l'instant des utilisations assez, je ne veux pas dire un peu triviales, mais rédiger des comptes rendus. Là, on a vu qu'on pouvait optimiser les ressources, mais quand on parle du coup de santé, de médecine, on parle aussi beaucoup de diagnostic. Et donc justement, comment ça va, on va voir du coup l'IA arriver dans la question du diagnostic avec Florence, qui, je vous le rappelle, alors là, elle passait à l'hôpital pour justement une échographie, une imagerie médicale. Et donc, ce qui nous permet du coup de voir encore un troisième cas d'usage, justement, de l'intelligence artificielle. Et en fait, vous allez voir sur la diapositive suivante, quand elle fait l'examen du coup d'imagerie avec
le radiologue, elle voit sur l'écran, effectivement des petites zones, un peu toutes les couleurs, qui apparaissent sur l'écran et donc elle demande finalement au cardiologue qui réalise l'échographie, pardon, bah, qu'est-ce que ça veut dire toutes ces annotations et ces petites choses de couleurs? Et donc justement, c'est Michael qui va nous éclairer sur tout ça. Alors effectivement, l'imagerie médicale a bénéficié, assez vite, de l'usage de l'intelligence artificielle et donc ça peut être utilisé à plusieurs niveaux et notamment pour identifier des zones d'intérêt, hein. Donc effectivement, soit sur l'échographie, l'imagerie, identifier des organes, pouvoir, prendre des mesures, entre différentes, zones d'intérêt et donc ça va faciliter le travail, du radiologue et ça présente plusieurs avantages, hein. Alors effectivement, les radiologues, savent toujours faire, ce qui relève de la segmentation, du contourage, de l'identification des organes. Mais finalement, ça va accélérer la lecture des images et puis aussi diminuer la charge mentale d'analyse des images et donc forcément, ça va permettre aux médecins, de se focaliser, plus facilement, sur des zones d'intérêt, et donc avoir un diagnostic, plus précis ou plus rapide. En tout état de cause, l'IA, elle va être, une aide, bien sûr, à, l'analyse de l'image, mais ça reste toujours le médecin, en l'occurrence le radiologue, qui va vérifier la proposition de l'IA et valider, la décision, l'identification pour, réaliser le compte rendu. Diapositive suivante. Alors effectivement, faut le voir, l'IA en imagerie, faut le voir comme une aide, hein. C'est pas du tout une substitution, du travail du médecin, c'est vraiment, l'aider. Encore une fois, identifier peut-être, des zones plus difficiles à voir, hein. On voit bien que par exemple dans le dépistage du cancer du sein, donc l'analyse des mammographies, on commence à avoir, des IA très performantes pour, détecter, des anomalies qui sont presque invisibles, à l'œil humain. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment, une aide pour le médecin, faciliter le travail et donc s'assurer que, on passe pas à côté d'une anomalie. Alors effectivement, bah, un peu comme dans les autres IA qu'on a pu voir, un point clé, ça va être la disponibilité des données et l'apprentissage, du modèle d'intelligence artificielle. Donc on est sur un apprentissage qui va être supervisé. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, on va avoir un modèle. Alors, le modèle qu'on rencontre, c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones qui va être spécialisé dans la reconnaissance d'images et donc on va lui donner, des milliers, des millions d'images, de radiographies, d'IRM, de scanners et pour chaque image, en fait, on va s'appuyer sur, une étiquette, une annotation. Donc, on va dire au modèle que, bah, telle image, elle correspond à telle pathologie ou au contraire que c'est une image, saine, d'un poumon. Voilà et finalement, bah, plus on va donner au modèle d'images à noter, plus ça va permettre au modèle d'affiner ses paramètres et d'être performant. Ce qui fait qu'à la fin, eh bien, on va pouvoir, proposer des nouvelles images et le modèle va être capable de reconnaître, des zones d'intérêt en termes de forme, de texture, de densité et va pouvoir, établir une forme de probabilité, d'anomalie, de pathologie qui va être, bien entendu proposée au médecin qui aura la charge de, le valider. Diapositive suivante. Donc, bah, ces données, donc évidemment, ce sont des données, qui doivent être, de haute qualité et en grande quantité. Donc, c'est vrai que sur le champ de l'imagerie, on dispose maintenant, que ce soit en France ou à l'échelle mondiale, de banques de données d'images, extrêmement, importantes et qui permettent maintenant effectivement de réaliser cet apprentissage, sur l'ensemble, des pathologies, qu'on connaît bien. Bien entendu, bah, ces données, elles doivent être équilibrées, c'est-à-dire qu'elles doivent être représentatives, des différentes pathologies pour pouvoir justement faire ce qu'on appelle, le diagnostic différentiel entre différentes maladies, d'avoir des images saines comme je l'évoquais tout à l'heure pour éviter, ce qu'on appelle les biais, en termes d'intelligence artificielle. On peut aussi s'appuyer sur une contextualisation des données, donc ajouter, des données, cliniques, en termes d'âge, de sexe des patients, d'antécédents pour là encore toujours affiner
les paramètres du modèle et donc le rendre plus performant. Et donc, encore une fois, effectivement, dans les centres d'imagerie, on retrouve de plus en plus de l'IA intégrée dans le système d'information pour faciliter l'interprétation des images et apporter une aide aux radiologues. Merci beaucoup, Michael. Et on continue du coup avec le parcours de Florence. Donc là, elle a fait son imagerie médicale. Et il se trouve, du coup, après avoir rencontré potentiellement de l'IA au cabinet du médecin, à l'hôpital, on a vu aux urgences, mais aussi à l'imagerie, qui peut se faire d'ailleurs aussi en dehors de l'hôpital, et ben, son parcours de santé se poursuit finalement à la pharmacie où elle va récupérer du coup les médicaments que le cardiologue justement lui a prescrits suite à toute cette étape voilà, de parcours de santé. Et là, du coup, encore, on imagine, en tout cas dans les cas d'usage, que l'intelligence artificielle peut intervenir à ce moment-là aussi. Et donc, c'est Michael, là encore, qui va du coup nous éclairer un petit peu plus sur ça. Alors c'est toujours une question, parce que finalement le système de soins n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour s'informatiser, et donc bah, finalement quand on va dans une pharmacie, on voit qu'il y a des logiciels, mais il n'y a pas forcément toujours de l'IA. Et donc dans le cas qu'on vous présente là, bah, finalement on a un logiciel de pharmacie qui comporte plusieurs briques, plusieurs parties. La première qui peut effectivement s'appuyer sur l'IA, c'est celle qui va aider à déchiffrer l'ordonnance de la prescription par le médecin pour justement identifier les différents médicaments qui vont être prescrits, les posologies, et pouvoir pré-remplir un certain nombre d'éléments du logiciel de pharmacie. Ensuite, une étape importante pour le pharmacien, c'est tout ce qui va être d'évaluer la conformité de la prescription et puis détecter la compatibilité des médicaments entre eux, c'est-à-dire la recherche d'interactions médicamenteuses. Bon, là, on ne s'appuie pas sur l'IA, on s'appuie sur des règles d'expertise qui sont connues et qui vont s'appuyer sur un algorithme, mais qui ne relèvent pas de l'IA telle que on a pu l'avoir précédemment. Et puis ensuite, eh bien, une fois que cette ordonnance elle est validée, eh bien, on va être sur la dispensation tout à fait conventionnelle et donc sur la gestion de stock qui, elle, non plus, n'a pas besoin d'IA. Donc, vous voyez que l'IA, finalement, elle vient s'intégrer dans un modèle un peu hybride et différentes briques qui sont complémentaires. Je repasse la main à Arthur. Alors du coup, Florence, finalement, on le voit, elle a rencontré du coup l'IA à pas mal d'endroits dans son parcours de santé, du coup, potentiellement. Ça fait beaucoup, on va dire, d'utilisation. Alors, Florence, elle peut dire qu'elle est un peu surprise et elle peut se poser la question, finalement, comment on a bien pu concevoir, construire, valider, finalement, un petit peu tous ces différents outils qui interviennent, du coup, à différents moments. Et donc, justement, je peut-être laisse Caroline évoquer, du coup, la suite, du coup, des webinaires qu'il y aura. Exactement, merci beaucoup donc de nous avoir suivis. Il reste encore 5 minutes pour pouvoir répondre aux questions. On commence à y répondre dans le chat, mais on va poursuivre. Je pense que je ne vais pas faire la synthèse parce qu'il reste bien trop peu de temps. L'essentiel, c'est de pouvoir répondre à ces questions-là. Peut-être Emmanuel ou un des autres nous parler un petit peu du sujet des biais de l'IA. Peut-être Emmanuel, une question est posée. Pas ce sujet, le sujet Mais des biais. voilà. Assez large, on est bien sur la semaine de sensibilisation à l'IA, donc quelque chose De de très, d'assez alors, très macro. Donc, vous avez vu que les IA avaient besoin de données pour être entraînées, pour apprendre à faire le travail qu'on a envie de leur confier. Et donc, il y a un sujet évident qui est que si les données ne sont pas représentatives de ce que l'IA va voir en production, par exemple, euh, si les données ne concernent que des hommes et qu'en fait, majoritairement, l'IA va voir que des femmes en consultation, bah, il ne saura pas forcément bien faire un travail d'adaptation. Ou s'il a vu énormément de certaines pathologies et très peu d'autres pathologies, il sera clairement, si on lui a donné très peu d'exemples d'une certaine pathologie, il sera clairement moins bon, l'IA sera clairement moins bonne pour écrire des comptes rendus d'un patient qui a cette autre pathologie. Donc c'est très important quand on lui fournit des exemples, d'avoir des exemples qui sont le plus représentatifs de ce que l'IA verra en production.
Et ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que d'abord, on ne sait pas très bien ce que l'IA verra en production. Et puis parce qu'en fait, ce qu'on a sous la main, bah, c'est ce qu'on a sous la main. Et les données qu'on a sous la main sont souvent biaisées, sont souvent des angles euh, avec des favorites, voilà, des sortes de favoritisme. Alors, je peux par exemple vous dire que la plupart des données de santé qui existent dans le monde aujourd'hui sont essentiellement des hommes blancs occidentaux. Voilà, donc les IA aujourd'hui sont quand même majoritairement des IA qui sont entraînées sur des hommes blancs occidentaux. Voilà, donc c'est ce genre de problème qu'on Et voudrait un jeu, adresser quand on parle de problème de biais. absolument. Merci beaucoup. Quelqu'un veut compléter parmi les modérateurs? On est Peut-être dire quelque chose par rapport au biais, effectivement, c'est intéressant, c'est complètement vrai pour l'IA, mais après, ça va au-delà aussi de l'IA, où tous les médicaments, de toute façon, sont testés dans le cadre d'essais cliniques qui sélectionnent aussi les patients. Donc finalement, on a aussi ce problème-là au-delà de l'IA. Ça s'applique aussi en médecine en règle générale. C'est très bien de faire un focus sur l'intelligence artificielle, sur de se demander les biais qu'il y a. Et il y a beaucoup de recherches qui existent pour justement bien caractériser les biais en médecine et plein de recommandations qui sont faites pour faire de la recherche et développer des algorithmes d'IA sans biais, mais ça va aussi au-delà, quoi. Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question. On y a répondu dans le chat, mais ça semble intéressant quand même de porter à connaissance de tous. On a parlé de LLM et la personne demande, est-ce que ce sont les grands LLM qui sont utilisés ou une IA locale? Est-ce que vous pouvez y répondre? Donc c'est moi qui ai répondu, donc je me permettrai de répondre à cette question-là. Donc effectivement, pour écrire des comptes rendus, on parle quand même vraiment de LLM. Le premier L, c'est large. Donc je vais dire des grands LLM, c'est un petit peu redondant. Mais bon, on parle de ces gros modèles-là. Par contre, les données, donc l'IA va devoir voir les données, va voir la discussion entre le médecin et le patient. Les données doivent être hébergées forcément sur un hébergeur qui est hébergeur de données de santé. Donc, il faut avoir cette certification-là. Maintenant, vous avez des clouders, notamment, enfin, des grandes clouds américains qui ont cette certification-là. Donc, ce n'est pas une garantie d'avoir ces données sur quelque chose de souverain. Maintenant, force est de constater que la tendance majoritaire en France aujourd'hui est d'aller de plus en plus vers du souverain, voire, alors, souverain, soit sur des clouds souverains, donc sur des machines extérieures à l'hôpital, mais qui sont sur une souveraineté française, soit sur des machines propres à l'hôpital pour les plus gros hôpitaux. La PHP, par exemple, fait ça sur des machines qui sont chez eux. Très bien, merci beaucoup. Je prends une dernière question. La personne demande, avec les différents acteurs qui fournissent des solutions basées sur l'IA, qui fait le choix des solutions retenues pour les professionnels de santé et sous quels critères? Peut-être Aurélien. Oui, bah effectivement, j'étais en train de répondre justement. Donc, c'est comme n'importe quel dispositif médical finalement, hein. C'est les établissements qui choisissent s'ils veulent choisir telle IA plutôt que telle autre IA. C'est pour ça que, par contre, ça faut prendre beaucoup de critères effectivement en compte. Il y a des critères médicaux, financiers, éthiques, pratico-pratiques, informatiques, etc., etc. Donc, c'est pour ça que beaucoup de centres mettent en place des comités de pilotage de l'IA pour mettre des personnes qui sont d'horizons différents, qui vont répondre justement à tous ces critères pour voir quelle est la meilleure solution avec tous ces critères à implémenter. Mais il y en a plein de solutions différentes et effectivement, il faut des fois même les valider parce qu'ils ne sont pas forcément non plus aux mêmes étapes de développement et de validation, notamment scientifique. Très bien. Merci beaucoup. Le webinaire touche à sa fin. On avait prévu une demi-heure. C'était un webinaire flash. Les questions qui n'ont pas aujourd'hui de réponse, on va tâcher de le faire pour demain, puisqu'il y a un autre webinaire. Et de toute façon, on y répond de façon asynchrone. On prend toutes ces questions, on y répond, et d'ici la fin de la semaine, ce sera en ligne. Vous pourrez tous y avoir accès de la même manière que nous avons enregistré ce webinaire. Il sera aussi en ligne très prochainement sur le site de la plateforme des données de santé. Nous avons mis quelques indications notamment dans le chat pour que vous puissiez vous y repérer. Merci beaucoup aux modérateurs, merci bien entendu aux orateurs et à nos partenaires. Et rendez-vous demain à midi pour le deuxième webinaire sur l'IA en santé. Merci encore. Au revoir.